Bonjour Adeline et merci d'avoir accepté l'invitation sur le fauteuil rose. Je t'en prie. Alors Adeline, tu es là pour nous parler de ton livre et aussi surtout de ton parcours personnel pour que les gens te découvrent qui tu es, qui c'est qui a écrit Le fond de mon âme. Eh bien on t'écoute. Présente-toi un petit peu à nous, on t'écoute. Alors, donc moi, je m'appelle Adeline Babé. J'ai choisi mon vrai nom pour écrire parce que je me suis dit que j'assumais. Voilà. J'ai 33 ans. Je suis née en Suisse et donc je suis de nationalité suisse. Moi, j'ai quasiment toujours écrit depuis que je sais tenir un crayon. Mais la vie professionnelle m'a un petit peu éloignée de ça à un moment parce que, bon, pour le parcours, je travaille dans le milieu ferroviaire. Et j'ai eu de très longues années, 10 ans exactement, des horaires irréguliers. Alors le travail, il était super, c'est pas un souci, mais les horaires irréguliers, ça fatigue vraiment beaucoup. Et surtout, ben, tout ce qui est à côté, ben, on met un petit peu de côté ben, pour récupérer de la fatigue. Il n'y a pas de miracle hein, quand on travaille de nuit ou c'est pas du tout le même sommeil que quand on travaille de jour. Et j'ai été malheureusement contrainte de changer de travail parce que je tombais malade physiquement donc. Hein. Je commençais à avoir des problèmes à répétition et puis j'ai donc changé de métier, toujours dans le milieu ferroviaire. Et là, j'ai eu de nouveau des horaires normaux et j'ai eu de nouveau du temps. Et ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, j'ai une dame qui m'a appelée. Elle était un peu désespérée pour un problème pro. Et je lui ai dit, tout bêtement comme ça, je lui ai dit, mais vous faisiez quoi en fait quand vous étiez enfant? Parce que les enfants, ils savent ce qui est bon pour eux assez naturellement. Et elle me dit, ah, je dessinais beaucoup. Je dis, ben, recommencez à dessiner et vous verrez que votre tête, enfin, votre mental, ça va mieux se passer. C'est toi qui as Et donné ces conseils-là. oui, J'adore. Ok. et du coup, 2 semaines après, elle me dit, ah, merci, ça va beaucoup mieux, enfin, tout ce genre de choses. Puis là, moi, je me suis dit, mais attends, j'ai un boulot qui me plaît, mais il me manque le truc en plus, là. Qu'est-ce qu'en fait, moi, je faisais quand j'étais gamine qui me stimulait? Puis c'est là que je me suis dit, ah, mais en fait, j'écrivais mais pourquoi j'écris plus? Puis je suis rentrée de vacances, parce que j'étais à l'étranger, et là j'ai commencé à écrire et j'ai repris simplement une vieille histoire que j'ai remise au goût du jour. À l'époque c'était des ados parce que moi j'étais ado, puis maintenant ce sont des adultes parce que moi je suis adulte. Donc et j'ai réécrit ça et c'est venu assez fluide en fait. Et j'avais pas du tout l'intention de le publier. D'abord, je me suis dit, ah, je vais voir si j'arrive jusqu'au bout. Je vais voir comment ça se passe. Et de fil en aiguille, j'ai une copine qui m'a dit, ah, mais tu tiens un truc, tu devrais essayer de le publier. Puis le syndrome de l'imposteur a toqué à ma porte en disant, ah oui, c'est nul. Enfin, voilà, tout genre de choses. Et finalement, j'ai plusieurs personnes, en fait, qui m'ont dit, mais tu devrais essayer. Tu perds rien. Au pire, tu as perdu du temps, mais enfin, personne ne va mourir si ton œuvre se Oui. publie et ne se vend pas. Oui, puis c'est Ouais, même pas du temps perdu finalement, moi je pense, hein. ouais, non, alors ça. Et du coup, bah, je l'ai publié. J'ai décidé de l'auto-publier parce que je voulais pas. J'avais un petit peu peur des maisons d'édition avec tout ce qu'on voit, celles qui sont à compte d'auteurs déguisés, celles qui font pas de diffusion. Et je me suis dit, bon, au moins comme ça, je prends tout à ma charge, entre guillemets. Enfin, je fais vraiment tout moi. J'ai personne qui met les mains dans mes affaires et je verrai jusqu'où ça conduit. Et puis finalement, ça se passe plutôt bien. Et Donc, de t'être auto-publié, du coup, c'était un choix personnel et aujourd'hui, t'en es fier. oui, oui, clairement. Et j'ai vu vraiment le boulot que c'est. Ben là, j'avais encore un téléphone avec une librairie. Alors, c'est clair que les démarches, ben, c'est toi, moi, de faire. Mais je vois que les mentalités changent et j'ai de la chance. Je suis dans un pays où on prône quand même les artistes locaux. Ça, c'est bien, c'est Donc, important. ouais, franchement, parce que je vois que c'est pas partout pareil. Non, je te confirme. Et j'ai vraiment l'impression, mais quand je discute avec des Français, que c'est pas du tout comme ça en France. Ouais. Hein. Là, ça vient vraiment, ah ben c'est une autrice du coin, enfin qui a fait tel truc, et les gens sont vraiment enthousiastes. Et justement, ben, j'ai des librairies qui m'ont ouvert les portes, qui m'ont proposé des dédicaces, alors que en vrai, je suis même pas connue. Hein. Mais c'est Mais comme, mais c'est je bien, vois, c'est beau, je trouve, hein. C'est ça qui est magnifique, hein. ouais, mais c'est clair. Après, c'était pas gratuit dans le sens où c'est quand même toujours moi qui suis allée toquer la première. Hein. Oui, mais Mais ça, là, bah, j'étais c'est pas encore. grave. Non. Et je me dis, bah, c'est comme ça que ça se forge aussi.
tout à fait. Parce que je reste à penser que il y a deux choses qui font un auteur, enfin, qui font la renommée. De un, effectivement, il y a le talent, mais de deux, il y a surtout la persévérance. Oui, comme beaucoup, comme dans beaucoup de métiers, la persévérance, mais je suis tout à fait d'accord avec toi dans le domaine de l'écriture. C'est vrai que la persévérance, si tu l'as pas, surtout quand tu es autopublié ou quand tu passes avec une maison à compte d'auteur ou quoi, il Mm. faut vraiment que finalement c'est toi qui pousses les portes parce que personne va te les pousser à ta place de toute façon. Ah oui, et puis j'en ai beaucoup discuté avec une librairie à Neuchâtel, donc dans une ville en Suisse, où je suis arrivée avec mon roman. Et le chef de service, enfin, celui qui s'occupait du rayon romance, on a beaucoup discuté. Et il se trouve qu'il y a un auteur très connu en Suisse qui s'appelle Nicolas Feutz, qui est du coup de cette ville-là à la base, puis qui a commencé en auto-édition. Et il me disait, vous savez, lui, il venait, il allait dans toutes les librairies, il a jamais rien lâché. Et c'est pour ça qu'il en est là où il en est. Donc, il m'a dit, vous faut vraiment continuer, persévérer parce qu'il y a du potentiel chez vous. Ça se voit parce que vous allez naturellement chercher les gens, vous attendez pas qu'on vienne vers vous. Et il m'a dit, lui, il n'y a pas de miracle, il en est là parce qu'il y a 15 ans, il a dû commencer par se battre. Bien sûr. Et puis, il y en a plein des auteurs, des grands auteurs qui se sont autopubliés, hein. Il y a Mélissa d'Acosta, elle a commencé par s'autopublier. Aurélie Hum. Vagnol aussi, je ne sais pas si j'ai bien prononcé son nom de famille, mais dans tous les cas, elle a commencé par s'autopublier aussi. Donc, l'autopublication peut être finalement un grand atout, moi, je trouve, hein. Ah oui, puis ça montre justement qu'on est capable d'aller jusqu'au bout Bien et sûr. qu'on peut faire un travail de pro. Parce que moi, par exemple, je me suis fait relire. Enfin, j'ai quand même, c'est un professionnel qui a fait ma couverture, enfin, avec l'image que je voulais, dans le style de Bien ce que je sûr. voulais. Mais j'ai pas juste tapé un texte et puis envoyé. Il y a un Mhm. travail derrière. Après, on aime mon roman ou on l'aime pas. Puis ça, c'est Oui, des ça, goûts et ça des c'est, couleurs. voilà, ça c'est, j'ai envie de dire, c'est pas grave. Et heureusement qu'il y en a qui l'aiment pas, parce que bon, sinon, Hum, ça, voilà, c'est bien aussi d'avoir des gens qui nous aiment pas. Ça fait partie de la vie. Mais le principal, hum. c'est que tu as osé. Et ça, vraiment, c'est formidable. Et moi, j'aimerais savoir, est-ce que le fait d'écrire, ça a permis de guérir quelque chose chez toi ou pas? Alors, je pense que oui. Parce que déjà, je me suis rendu compte que bah, d'écrire me permettait de passer plus facilement les émotions. J'ai beaucoup, ça paraît bête parce que je vais au devant des librairies, mais j'ai énormément de peine avec le contact social. Ça ne veut pas dire que j'aime pas les gens, mais j'ai énormément de peine avec les sous-entendus, le faciès, c'est toutes des choses qui... J'ai vite l'impression que les gens m'aiment pas, alors qu'en fait, c'est pas le cas parce que je suis incapable de décrypter sur la tête des gens leurs émotions, à part si vraiment ils pleurent, hein. Et du coup, quand j'écris, c'est beaucoup plus facile pour moi de d'exprimer ce que je ressens, quitte à ce que j'écrive, puis que je donne la lettre, puis que la personne la lise devant moi. Mais c'est plus facile pour moi que de parler. Donc déjà, j'ai vraiment appris à mieux m'exprimer et surtout à mieux m'affirmer. Je travaille dans un monde très masculin où j'ai quand même pas mal de gens qui, par leur travail, donc pas personnellement, mais par leur travail, ne sont pas d'accord avec moi et où du coup, je suis censée me défendre. Et j'ai vu que le fait de mener le livre jusqu'au bout, de devoir aussi me défendre devant des librairies, parce que j'ai pas eu que des commentaires sympas hein, pour ce livre, hein. Vraiment, hein. Pour les J'ai commentaires sur les réseaux sociaux ou avec les en librairies? dehors avec les librairies. Ah J'en ai oui. littéralement un qui m'a dit que des auto-édités, c'était des ratés. Oui, ben moi aussi Enfin, je l'ai eu ça. Et ça, je trouve ça inadmissible et tu fais bien de le souligner là mm, parce qu'il faut arrêter avec ça. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un vrai coup de gueule à pousser par rapport à ça parce que, en fait, ouais, il y en a plein qui oublient que l'auto-édition, c'est pas une honte. On a l'impression que les auteurs qui s'auto-publient, ils ont la peste, mais c'est pas vrai, il faut arrêter, hein. Donc souligne-le et n'hésite pas à pousser ton coup de gueule parce que tu as bien raison de le faire. et vraiment, moi, j'ai dit, mais je dis pourquoi? Ah oui, mais parce que si vous voulez un vrai livre, il faut passer par une maison d'édition. Puis j'ai dit, vous savez, moi, j'ai choisi. C'est pas qu'une maison ne m'a pas voulu, c'est que moi, j'ai choisi parce que lui, il se trouve qu'il est éditeur aussi, le bonhomme. Donc, fatalement, à un moment, il prêche pour sa paroisse. Eh ben Puis il oui. a pris mon livre. Il a pris mon livre. Il m'a dit, ouais, première phrase, il y a une faute. Non, mais de Donc, toute façon, il faut pas oublier aussi que les maisons d'édition ont droit à 5 fautes. Donc, en fait, la faute est humaine, j'ai envie de dire. Et oui, enfin, ça, c'est ridicule de s'arrêter à ça. Parce que dans les maisons d'édition traditionnelles, c'est des correcteurs, des correctrices, c'est un vrai métier. Un bah auteur, oui.
il pourrait pas être correcteur, et comme un correcteur ne pourrait pas écrire un roman. Il faut aussi faire la part des choses. C'est pas parce qu'il y a une Mm. faute qui est relevée que c'est la fin du monde. Il y a des auteurs, des grands auteurs publiés, il y a des fautes d'orthographe. Donc non, il faut arrêter. On t'écoute, vas-y, dis-nous la phrase. Alors, du coup, c'était le deuxième paragraphe, hein. Donc, le centre-ville était bondé. Et puis, juste derrière, j'ai mis aujourd'hui était une journée spéciale. Et il me dit, on peut pas mettre aujourd'hui et puis un verbe au passé. Mhm. Puis j'ai dit, attendez, je dis, je me suis quand même renseignée hein, avant d'écrire aujourd'hui était. C'est toléré si je fais tout le reste du livre au passé. Je dis, j'ai quand même regardé Reverso, ChatGPT, puis Antidote. Hein. Et Mhm. c'est toléré dans le cadre d'un ouvrage qui est écrit au passé. Puis là, il me fait, en plus, il allait regarder sur son téléphone sur ChatGPT, hein, pourtant, voilà. Et il me Mhm. fait, ah oui, vous avez raison. Donc je me suis dit, attends, c'est un éditeur qui sait pas de quoi il parle. Oui, non, je pense qu'en fait, bon, là, t'as blessé son ego, mais je pense qu'il a Ouais, vraiment voulu. clairement. Oui, c'est ça, en fait. Hein. Et puis, le fait que tu l'aies remballé comme il faut, bah, du coup, parce que tu l'as fait proprement, donc ça, c'est bien ce que tu as Mm. fait. Adeline, j'aimerais bien, si tu le souhaites, bien entendu, nous parler de ton enfance, parce qu'en off, tu m'avais expliqué que tu avais une enfance assez compliquée. Donc, si tu veux bien, on t'écoute. Oui, alors mes parents ont divorcé quand j'étais vraiment jeune. J'avais 7 ans. Et le problème, mais j'en veux pas du tout à la personne concernée, c'est que mon frère, il avait des soucis de santé, des soucis relationnels. Donc du coup, ma maman, elle était sans arrêt en train de courir après les médecins ben, pour s'occuper de mon frère. C'est normal, hein, c'est une maman. Et comme je dis, j'en veux ni à ma mère ni à mon frère pour ça. Il y en a aucun des deux qui est responsable de cette situation-là. Mais c'est vrai, ben, moi, j'étais assez isolée, entre guillemets. Alors, quand j'étais malade, ma maman m'emmenait chez le médecin aussi. Mais c'est vrai que comme ça avait l'air de tout aller bien, on s'occupait un peu moins de moi. Pas parce qu'on me négligeait, mais parce que ben, 90% de l'attention était prise par l'enfant qui allait moins bien. Et du coup, ben, ça a été aussi assez compliqué pour moi. J'ai eu longtemps une forte blessure de rejet, un fort problème aussi avec ben, c'est encore ce que j'ai vécu ces jours. Quand je suis malade, pour que j'aille consulter chez le médecin, pas dire qu'il faut que je sois à l'article de la mort, mais presque, parce que du coup, j'ai énormément pris sur moi toute mon enfance pour pas charger plus ce souci-là. Mais du coup, ben, j'ai été assez esseulée, assez pas entendue. De nouveau, je sais que mes parents, ils ont fait ce qu'ils avaient. Hein. Ça, il n'y a pas de miracle. Je n'ai pas des parents qui ont volontairement fait quelque chose de mal. Ou, il y en a, hein, mais c'est pas le cas des miens. Et du coup, ben, en fait, bêtement, le fait d'écrire, ça me donnait l'impression que j'étais pas toute seule. Le papier, il s'en fichait. Oui, finalement, Il en fait, m'écoutait tout c'est simplement. c'est ça, oui. Puis l'écriture, ça a été un peu ta thérapie alors. Complètement, ouais. Depuis, puis après, pendant mon adolescence, et puis pendant que j'étais jeune adulte aussi, chaque fois qu'un truc allait pas, je l'écrivais. Ça, c'est bien. C'est vraiment. Ça, c'est important. Je trouve qu'en fait, l'écriture, c'est vraiment un exutoire hein, et pas réservé qu'aux auteurs. Hein. C'est vraiment une belle thérapie, hein, l'écriture. Hein. Mm. De toutes ces pensées, sans aucune structure, les mettre sur papier, déjà, ça va se vider, on va se vider la tête. Donc, tu fais bien de le souligner pour ceux qui nous écoutent. Honnêtement, c'est un bel exercice à mettre en pratique, sincèrement. Oui, oui, complètement. Et là, j'ai bien vu, pour mon deuxième roman, je suis allée visiter une clinique dont je vais parler dans le roman. Et c'est une clinique qui traite de deux choses en particulier. Un, c'est les addictions. Donc moi, c'est cette partie-là que j'ai décidé de consacrer pour mon deuxième roman. Et une autre partie, c'est tout ce qui est maladie psy, donc dépression, burn-out, schizophrénie, enfin tout ça. Et j'étais dans la salle d'attente de la clinique en train d'attendre le chargé de la communication qui devait donc venir vers moi. Puis je lisais un peu les programmes parce que leur programme est public hein, finalement. Et il y avait une séance genre tous les mardis à 10 heures, hein, je dis au pif, écrire pour se reconstruire. Et je me suis dit, ah, ben il y a quand même pas que moi qui pense ça. C'est drôle ce que tu dis parce que justement, je pense que je vais peut-être me lancer aussi dans l'accompagnement sur l'écriture, donc écrire pour se libérer. Et c'est fou à quel point même dans la clinique, tu as vu marquer cet écriteau, donc c'est beau. Et je voudrais te demander, du coup, parce que j'étais pas au courant de ce deuxième livre, tu as été dans la clinique pour t'inspirer, pour inspirer tes écrits, c'est ça?
Alors, même pas, à la base, j'avais de nouveau mon synopsis, Ok, donc avec donc de nouveau une romance, avec un personnage masculin qui se retrouve avec tout plein de problèmes. Il faut savoir que j'aime les drames humains, hein, puis les sujets tabous. Et du coup, je m'étais dit, eh ben, ce personnage, il va avoir une addiction. Et à un moment, cette addiction va prendre tellement de place qu'il va falloir traiter cette addiction. Et là, j'ai commencé à chercher dans la région où j'habite s'il y avait justement des cliniques qui traitaient des addictions pour donner quelque chose de vrai, puisque j'ai décidé de faire cette histoire là où j'habite. Et systématiquement, je tombais toujours, il y en a plusieurs, mais toujours la même en premier. Et je me suis dit, vas-y, je commence à écrire et tout. Et tout d'un coup, j'étais là, est-ce que j'ai vraiment le droit de citer cette clinique en fait? Et simplement, je leur ai écrit. Et du coup, ils m'ont contacté. Ils m'ont dit qu'ils voulaient lire en fait ce que j'avais écrit, que eux, en théorie, ça ne les dérangeait pas, qu'ils voulaient juste s'assurer que je sois pas à côté de mes pompes. d'accord. Ah, Et c'est du bien coup, je fait. leur ai, ouais, clairement. Et je leur ai envoyé mon manuscrit. Le chargé de la communication l'a lu très rapidement et il m'a dit, c'est incroyable parce que sans être venu chez nous, vous avez fait à 90% juste. C'est trop Là. bien. Oh, Ah oui. ouais, franchement, il m'a dit, mais vous êtes vraiment dans le tir. Il y a deux, trois petits trucs à rectifier que du coup, j'ai rectifié. Puis il me dit, parce que je vous propose, en fait, c'est de venir visiter, tout simplement. Venir Trop voir comment bien. est le lieu pour le décrire, machin, pour voir l'ambiance. Mais dis-moi, Parce vous qu'il êtes me dit à un moment, sympathique en Suisse, hein? mais oui, C'est trop bien. oui, oui, apparemment. Oui, parce que moi, je me suis dit, oh mon Dieu, ils vont me rire au nez, et puis ils vont me dire, ah non, on veut pas que vous parliez de nous. Puis je me suis dit, bon, ben, s'ils veulent pas, ben, je changerai de nom, je changerai de bled, et puis adieu, Berthe, hein. Mais du coup, il était super emballé. Après, ils m'ont réinvité à une soirée où justement, il y avait des personnes dépendantes, leur famille, le personnel soignant. Et là, le directeur est venu me serrer la main. Puis il me dit, ah oui, le chargé de communication a fait la pub que vous étiez là ce soir. Ça fait plaisir d'avoir une romancière parmi nous. Moi, mais je rougissais, hein. Trop Franchement, beau. Oh, je me suis dit, waouh. on me considère vraiment, ouais, mais incroyable. Et il me dit, écoutez, ça nous fait super plaisir. Alors, ils m'ont demandé pourquoi eux. Puis du coup, j'ai répondu ce que je t'ai répondu. Ils ont demandé pourquoi les addictions, enfin, d'où ça m'était venu. Et il nous a dit, mais en fait, ça nous fait vraiment super plaisir parce que nous, on est aussi en train de tout revoir notre stratégie de communication et ça ne pouvait pas mieux tomber que quelqu'un écrive un roman là-dessus. Donc, je me suis dit, waouh. Tu te rends compte un Donc, peu du coup, d'avoir été applaudi par une clinique et, et son directeur, alors que tu as hum, été quelques jours ou quelques mois auparavant, par rapport à la première situation, entre guillemets ridiculisé par ce fameux monsieur que tu nous parlais tout à l'heure, qui était lui-même mhm. éditeur. Donc tu vois, c'est une belle revanche, ça. C'est magnifique. Ah, mais clairement, hein. Puis enfin, franchement, ça me donne vraiment du crédit. J'ai Ah vraiment oui. l'impression que je suis prise au sérieux, que, ouais, c'est même pas descriptif parce que j'ai eu toutes ces émotions ce soir-là. Je me suis dit, waouh, on me prend tellement au sérieux. Pourtant, quand je me regarde dans un miroir, je me dis, ouais, mais ça, je pense que c'est tout le monde. Oui, Et oui. là, après, j'ai même encore pu discuter avec la chef de service par téléphone pour lui poser encore mes dernières questions, pour peaufiner encore ce que j'avais écrit. Et elle me dit, vous savez, nous, quand les gens passent chez nous, on leur recommande des ouvrages par rapport à, bah, aux addictions, par rapport à plein de trucs. Et elle a dit, moi, si ça me convient, je vais leur commander. Trop, trop bien. Je me suis dit, mais heureusement que je suis pas en Waouh. face parce que je dois avoir les larmes. Ah, ça, c'est une grande fierté. Bravo à toi, Adeline. Sincèrement, tu es Ah, mais un beau merci. modèle. Et je trouve que la clinique, comment elle a agi, c'est formidable aussi. C'est beau de voir ça. Ouais. Ah, clairement. Oui, Ouais. oui. Et dans tes messages qu'on s'est échangés en off, tu me disais que tu étais une autodidacte. Pourquoi tu dis ça? Parce que déjà, chaque fois que je me dis que je vais me faire un plan d'écriture, j'y arrive pas. Je me laisse trop. Faut savoir que mon premier métier à côté, c'est de la planification. Vraiment, dans l'intitulé de mon poste, il y a marqué planificatrice. Je passe ma vie à tout planifier. Et du coup, à côté, ben, j'ai besoin de l'extrême inverse pour contrebalancer. Et j'avais vraiment besoin, ben là, pour le premier, là, j'avais, comme je dis, j'avais vraiment besoin de tout faire seul, de faire ma couverture, enfin, qu'on mette pas les mains dans mes affaires. Alors bon, j'ai quand même pris des bêta-lecteurs, j'ai quand même pris des correcteurs, quelqu'un qui s'est occupé de la couverture, mais sous mes instructions, parce que j'avais vraiment besoin de, bah déjà de voir
capacités que j'avais, les compétences, jusqu'où je pouvais, et puis de pas me mettre de barrière parce que dans ma vie professionnelle, j'en ai bien assez. Oui, oui. Mais Donc, j'ai vraiment et, besoin de... et au niveau diplôme, tu as quoi? Alors, je suis diplômée d'une école de commerce. D'accord, ok, ok. Ouais, donc un CFC de base, c'est le niveau de base en Suisse. On sort de l'école obligatoire, puis on fait un apprentissage de 3 ans, puis on a un CFC. Donc de base, j'ai vraiment un CFC. Après, j'ai fait une seconde formation justement au CFF, donc c'est l'entreprise de transport ferroviaire pour le métier en irrégulier, là. C'était Ok. une formation de 8 mois. Et puis, en fait, c'est tout ce que j'ai. J'ai pas de grand diplôme. Non, j'ai vraiment le employé standard, entre guillemets. Ben, Enfin, c'est beau, c'est beau parce que ça donne l'espoir à ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas de diplôme en lettres ou autre. Donc, et puis de toute façon, je trouve que la littérature, c'est pas quoi, c'est un très beau métier, mais il n'y a pas besoin d'avoir un diplôme spécifique. Parce qu'il y en a oui, plein, ils oui, étaient oui. avocats, et ils ont fini par écrire des livres. Donc, il y en a qui travaillent en caisse, ils ont fini par écrire des livres. Donc non, et je trouve que ton parcours, donc là, on retrouve bien le parcours autodidacte que tu disais. Donc bravo, vraiment, bravo à toi. Peux-tu nous montrer, s'il te plaît, ton livre, la première de couverture de ton livre comme il faut à la caméra? Post-it. Alors, il est là. Je sais pas si on voit bien. Recule un petit peu le livre. Ouais, 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 là, c'est parfait comme ça. Donc le fond de mon âme. ok. Donc les personnes Ouais. qui t'écoutent, ils peuvent le retrouver principalement en commande sur Amazon, hein. Alors, il est sur Book on Demand. Donc, du coup, il est vraiment commandable sur toutes les plateformes. C'est l'avantage de Book on Demand. Et commandable chez les fournisseurs en librairie. Mais du coup, bah, aussi sur Amazon. Ok. Et j'ai vu que sur ton compte, on pouvait télécharger une première partie. Oui, j'ai mis le chapitre 1 gratuitement parce que de toute façon, Book on Demand permet ça. Si on va sur le site, il y est. Donc, je me suis dit, bah, autant le mettre directement Ben, c'est sur mon parfait. profil Instagram. Ouais. C'est top. Moi, j'aurais une question pour toi. Qu'est-ce que tu dirais aux jeunes ou aux moins jeunes, hein, aux personnes qui veulent écrire mais qui n'osent pas parce qu'ils ont peur du regard des autres, parce qu'ils ont peur de faire trop de fautes d'orthographe, d'être jugés par certaines maisons d'édition? Quelque chose qui t'appartient, un mot sincère à toi. Bah, moi, je leur dis à tous de commencer puis d'aller déjà jusqu'au bout. Et puis que la reconstruction de phrases, l'orthographe et ces trucs-là, c'est des choses qu'on voit après. J'adore. Oui, parce que du coup, comme tu disais, on peut faire appel à des bêta-lecteurs, à des correcteurs. Tout ça Mhm. existe. Donc, comment trouver des bêta-lecteurs vraiment engagés où on va envoyer notre manuscrit, on va les payer, mais qu'on est sûr qu'ils disparaissent pas dans la nature? Alors, les bêta-lecteurs, pour ma part, moi, personne m'a demandé d'argent, mais en fait, j'ai mis des annonces, tout simplement. Sur les Et sites, sur après, les réseaux sociaux? ouais. Et puis, il y en a que je connais, d'autres que je connais moyen, puis d'autres que je connais pas du tout. Puis, j'ai un peu discuté avec eux en leur disant ben, l'importance que ça avait pour moi, qu'est-ce qu'était le travail de bêta-lecteur, qu'est-ce que j'attendais. Et surtout, je leur ai dit, si vous vous sentez pas ou que vous vous rendez compte que vous n'arriverez pas au bout, dites-le tout de suite avant d'arriver au délai et puis de me l'apprendre. Je préfère que vous me dites soit non maintenant, soit tout d'un coup, ah, écoute, je vais pas y arriver, que la veille, oui, finalement, en fait, j'ai rien fait. Et bien Mhm. sûr, je leur ai dit de ne pas le diffuser, mais pour ça, faut vraiment trouver des gens de confiance. Faut bien D'accord. discuter avec les Oui. gens. Mais tu fais bien de le souligner. Après, j'avais interviewé une autrice aussi qui avait fait appel à une bêta-lectrice et aussi à une correctrice. Et bon, c'était rémunéré. Et bon, après, ça reste un travail. Donc, c'est sûr, il faut faire attention. Mais logiquement, c'est un travail. Donc, au pire, après, pour se rassurer, je pense qu'on peut peut-être faire signer un genre de contrat. Ça se fait. Et au moins, c'est écrit, on laisse une trace. C'est vrai qu'il faut faire confiance. Oui. Mais je pense qu'il faut pas non plus devenir parano. C'est pas c'est pas le Ouais, but. alors, J'aimerais bien, mhm. si tu le souhaites, il nous reste pas longtemps, mais si tu peux nous lire la quatrième de couverture de ton livre. Alors, il y a une partie, c'est le résumé, puis une partie, c'est une mini-biographie. Tu veux que je lise les deux? Comme tu veux, vas-y, fais-toi plaisir, D'accord. comme tu le sens toi. Alors, James Porter Slow est un inspecteur réputé de la police de San Francisco. Il semble tout avoir pour lui, mais derrière les éloges et les décorations, un grand vide le hante, l'absence d'un père et un profond désir de fonder une famille. Un jour, une femme vient lui signaler la disparition de sa sœur.
une affaire en apparence ordinaire, mais qui va le faire vaciller et le pousser dans ses retranchements. Plongé dans une romance contemporaine empreinte d'introspection et de drame profond, où les blessures du passé deviennent les moteurs du changement et de la reconstruction. J'adore, Donc c'est ça, beau. c'est mon résumé. Puis après, j'ai ma petite présentation. Donc, Adeline Babé est née en 1992 à Porrentruy, en Suisse. Elle réside désormais dans la région lausannoise. Elle est passionnée par l'écriture depuis l'enfance. À l'âge de 20 ans, elle entame une carrière au sein des CFF. C'est lors d'un changement de carrière à l'interne qu'elle retrouve l'élan et l'énergie créatrice afin de donner vie à une histoire qui vivait en elle. J'adore, c'est Voilà, magnifique. C'est magnifique. merci. Merci du coup pour cette lecture. C'est parfait. Et si tu devais résumer ton parcours en une phrase ou en un mot, bien entendu, qu'est-ce que ça serait? Moi, je dirais la résilience. Il y en a beaucoup qui disent ça. Et tu sais que c'est vraiment quelque chose qui me parle énormément, la résilience, hein. On peut dire ce qu'on veut, que la résilience est utilisée à outrance, mais je pense que toutes les personnes qui utilisent vraiment ce terme, c'est des personnes qui ont malgré tout été un peu cabossées dans la vie. Hmm, Donc moi, si ces personnes-là l'utilisent, je suis OK. Donc merci à toi, Adeline. Et, mais je t'en euh, prie. eh ben écoute, je te remercie d'avoir été sur le podcast Le Fauteuil Rose et je te dis à très vite et puis ben, passe une belle journée en tout cas. Ben, merci à toi de m'avoir laissé cette opportunité. Je suis très contente.